Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, votre condensé d'actualité locale. Voici les titres de ce jeudi 18 mars. L'Île-de-France fixée sur son sort ce soir, Jean Castex doit annoncer de nouvelles mesures pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Confinement strict le week-end ou simple durcissement, l'exécutif hésite. Invité de cette édition, le docteur Laurent de Bastard, vice-président de l'Ordre des médecins des Yvelines, et Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye. 10 millions de touristes s'y pressaient chaque année. Versailles subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Les hôtels, restaurants et commerces tournent au ralenti et doivent se réinventer pour survivre. Et puis cette inauguration marque officiellement la fin des travaux de la RD30. La passerelle du Bois de la Crane a été mise en service à plaisir. Elle permet de relier le bois avec le parc du château. C'était la dernière étape du chantier d'élargissement de l'axe routier démarré il y a 6 ans. L'Île-de-France sera-t-elle reconfinée? C'est la question que tous les franciliens se posent ce soir, alors que doit prendre la parole le Premier ministre pour faire des annonces sur la crise sanitaire. Hier, mercredi, Emmanuel Macron a échangé sur le sujet avec les élus locaux après avoir visité le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Confinement total, seulement le week-end ou réduction du couvre-feu ou encore des mesures plus innovantes. Tous les scénarios sont évoqués dans ce contexte très tendu à l'hôpital concernant le Covid-19. Nos deux invités du soir, le docteur Laurent de Bastard, bonsoir. Bonsoir. Médecin urgentiste à l'hôpital privé de Versailles. Vous êtes également le vice-président de l'Ordre des médecins des Yvelines et également avec nous en visioconférence Arnaud Péricard, bonsoir. Bonsoir. Maire de la ville de Saint-Germain-en-Laye, vous faites également partie de l'association des maires d'Île-de-France. Vous en êtes l'un des vice-présidents et vous avez fait partie de ces élus qui ont pu échanger hier avec le président de la République. On va en parler dans un instant. Avec nous également Bichente Maria Santisteban de la rédaction de TV78. Bonsoir. Bonsoir. Une situation donc très alarmante, Bichente, dans les hôpitaux franciliens. Oui, en effet, donc le 8 mars dernier, l'ARS Île-de-France a demandé la déprogrammation de 40% des opérations médicales et chirurgicales, une conséquence de la forte hausse du taux d'incidence des 15 derniers jours dans la région. L'objectif, c'est de libérer du personnel et du matériel pour pouvoir armer le plus de lits possible. Preuve de la pression actuelle sur les hôpitaux, les 101,2% de taux d'occupation des lits en Île-de-France par rapport à la capacité initiale avant la crise. Une tension qui est donc à son paroxysme. Et dans les Yvelines, 72 patients étaient en réanimation hier mercredi. Exactement. Donc nous avons interrogé Éric Louche, directeur de l'hôpital privé de Versailles, pour savoir comment les 3 hôpitaux yvelinois du groupe Ramsay Santé s'organisaient face à cette situation. On l'écoute. Nous avons fait le choix au niveau du pôle Île-de-France Ouest, finalement, de permettre de concentrer la prise en charge des patients atteints du Covid sur l'hôpital privé de l'Ouest parisien et sur l'hôpital privé de Paris 2 et de récupérer le personnel de l'HPV pour pouvoir les détacher sur ces 2 établissements. Donc, comme lors du premier confinement, les hôpitaux déprogramment toutes les opérations pouvant être repoussées. Ils maintiennent bien entendu les interventions dites à perte de chance ou celles de patients atteints de maladies chroniques. Et est-ce qu'on peut craindre une situation comparable, voire même pire, à celle du premier confinement ? Eh bien, à la différence de la situation en mars dernier, les hôpitaux franciliens ne bénéficient plus de renforts de médecins venus des provinces pour prendre en charge plus de patients. Une véritable course contre la montre donc, avec chaque jour de nouveaux patients qui entrent en réanimation. Pour le directeur de l'HPV, Éric Louche, le confinement semble donc inévitable. On l'avait vu lors de la précédente itération, le confinement avait permis rapidement d'avoir un effet plateau et également de réduire très significativement le nombre d'admissions et donc de libérer des lits. Je pense qu'aujourd'hui, il va être compliqué de ne pas penser ou d'activer effectivement un nouveau confinement. Alors après, dans quelle mesure, je ne le sais pas, mais je pense que le sujet est nécessaire. Merci Bichette pour toutes ces précisions. Alors, confinement total ou simplement le week-end, est-ce qu'à votre avis, docteur de Bastard, c'est la seule solution possible pour éviter ou en tout cas endiguer cette 3e vague dont a parlé le Premier ministre Jean Castex? Alors bon, ça c'est des sujets complexes, tout le monde y va de son commentaire, etc. Ce qui est certain, la vaccination est un des moyens sûrs d'endiguer en tous les cas cette épidémie. Et puis
continuer les gestes barrières qui sont aussi un des moyens efficaces de faire en sorte qu'il y ait moins que l'épidémie marque le pas. Alors après, la déprogrammation, elle est une sécurité, c'est-à-dire qu'on voit en effet aujourd'hui une augmentation, c'est ce que vous disiez, du taux d'incidence. Donc il y a une occupation des lits qui est de plus en plus importante et on craint en effet d'être submergé. Donc il y a eu, vous avez vu en fin de semaine dernière, quelques patients qui ont été transférés dans d'autres hôpitaux en province. Mais pour l'instant, ça tient. On voit que les durées d'hospitalisation par rapport à la première vague sont beaucoup moins importantes, ce qui fait qu'il y a un turnover dans les lits qui fait qu'on peut reprendre des nouveaux patients. On a quand même ouvert un certain nombre de lits d'hospitalisation. Les établissements privés aussi avaient joué le jeu lors de la première vague. Ils le font sur la deuxième et la troisième. Comme disait Eric Louche, directeur du pôle Ramsay Général, il y a dans le pôle sur les 3 établissements, il y en a 2 qui ont des réa Covid. Et en effet, vous avez, moi je travaille au service des urgences, j'ai un certain nombre d'infirmières et d'infirmiers qui sont partis pour aller sur les réanimations de ces établissements. Donc il y a une organisation qui se fait sur les hôpitaux de la même façon. On essaie de faire sortir le plus rapidement possible, bien sûr, ces patients de réanimation. Ce qu'il faut, c'est éviter, bien sûr, qu'ils y arrivent. C'est surtout ça. Donc c'est ça. Après, déprogrammation, on a déprogrammé. Est-ce que ça vous inquiète, ça, la déprogrammation? C'est inquiétant dans le sens où ça fait peur aux gens, parce qu'ils se disent, à partir du moment où on déprogramme, c'est qu'il y a un risque à l'hôpital, c'est que l'épidémie augmente et qu'en venant à l'hôpital, il y a des patients Covid et qu'on risque d'être contaminés. Et on sait que déjà sur la première vague, il y a eu beaucoup de gens qui... il va y avoir une surmortalité. On va voir des gens qui arrivent secondairement, et on l'a vu, avec des pathologies graves, parce qu'ils ne sont pas fait diagnostiquer, parce qu'ils n'ont pas voulu se faire dépister, et donc il y a une retard de prise en charge et donc une mortalité plus importante des pathologies qui auraient pu être diagnostiquées précédemment. Donc ça, c'est ça qui est inquiétant quand on déprogramme, parce qu'on dit on ne déprogramme que le fonctionnel, c'est-à-dire des gens qui avaient besoin de se faire opérer, mais qui peuvent se faire opérer dans 3, 4, 5 mois. Ça, c'est en effet, il n'y a pas d'urgence. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a certaines personnes qui refusent ou qui retardent de leurs interventions qui sont plutôt urgentes, ou des coloscopies de dépistage ou des examens de dépistage qui sont indispensables et utiles, parce qu'ils ont peur de venir à l'hôpital. Votre réaction aussi à cette actualité, vous parliez de la vaccination tout à l'heure. L'Agence européenne du médicament a donné son feu vert pour la poursuite de la vaccination avec AstraZeneca. La France avait interdit et suspendu, en tout cas provisoirement, son utilisation lundi. L'Agence européenne du médicament a dit que le vaccin était sûr et efficace, qu'il n'y avait pas de lien avec les cas de caillots sanguins qui ont été révélés. C'est une bonne nouvelle pour la campagne de vaccination. Vous, en tant que médecin libéral, vous vaccinez à l'AstraZeneca? Oui, médecin libéral ou médecin hospitalier. Et médecin hospitalier également. Parce que, vous avez les deux pieds, mais à l'hôpital. Et nous, moi, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, au moment du réveillon, je passais le réveillon dans les conditions de sécurité, avec des médecins, professeurs de la paix, qui disaient ah non, moi le Pfizer, on n'a pas assez de recul, on ne sait pas, etc. On verra, j'attendrai pour me faire vacciner. Et finalement, donc ça c'était le 31, et le 15 janvier, tout le monde s'est rué, et ces médecins-là étaient vaccinés. Et moi, dès que j'ai eu la possibilité, en effet, dès début janvier, je me suis fait vacciner. Le premier vaccin étant le Pfizer, j'étais vacciné sur le Pfizer parce que j'étais dans les conditions d'âge et de ce qu'il fallait pour être vacciné en tant que professionnel de santé. Et alors là, à partir du moment où on a vu l'engouement des professionnels de santé qui sont venus se faire vacciner sur le Pfizer, tout le monde a voulu aller sur le Pfizer. Là, sur l'AstraZeneca, il y a eu assez vite, on a dit ah ben non, AstraZeneca, moi je veux du Pfizer, je veux pas de l'AstraZeneca, etc. Et on avait dit, von der Leyen avait dit, on pourra pas approvisionner en quantité suffisante les pays qui avaient précommandé l'AstraZeneca. Donc on savait qu'on serait en difficulté pour en avoir. On a vu au début donc une certaine réticence, et puis beaucoup de gens sont venus se faire vacciner et étaient très heureux de se faire vacciner. Il y a eu ce stop. Je pense que c'était un peu une obligation, parce que l'Allemagne, notre partenaire historique, etc., avait dit qu'ils attendaient de pourvoir. Aujourd'hui, on est rassuré, parce que je pense qu'en effet, ce vaccin est un vaccin sûr. Moi, j'ai vacciné à la fois en établissement, parce que les professionnels de santé de moins de 50 ans sont sur l'AstraZeneca,
Alors, le seul inconvénient, c'est qu'en effet, les effets secondaires sont un peu plus forts, c'est-à-dire vous avez en effet, dans 20% des cas, des fièvres un peu fortes avec des signes, des signes de ce ordre-là, fièvre, maux de tête, etc. Mais c'est un vaccin qui a prouvé son efficacité. On a un recul important parce que l'Angleterre a vacciné de façon très importante depuis 3-4 mois, et c'est une bonne chose. Et il faut qu'en effet, je pense que clairement, les Français, il faut y aller tout de suite et il ne faut pas attendre un prochain vaccin parce que les quantités ne seront pas suffisantes sur les vaccins qui viendront, et le vaccin français, ça sera qu'au mois de novembre. On a compris que c'était une bonne nouvelle. Arnaud Péricard, qui est également avec nous en visioconférence, maire de Saint-Germain-en-Laye. Je disais tout à l'heure, vous avez participé à cet entretien en visioconférence hier avec le président de la République, comme 11 autres maires des Yvelines. Déjà, sur la forme, c'était plutôt appréciable de pouvoir échanger directement avec le président de la République avant de dire ce qui a été dit au cours de cet entretien. Oui, permettez-moi peut-être juste à titre liminaire de saluer le docteur de Bastard, ici présent. Ça fait presque un an que nous collaborons, si je puis dire, et j'apprécie vraiment l'appui que le Conseil de l'Ordre, à travers l'association de l'APTA 78, apporte aux collectivités locales. Nous ne sommes pas des sachants, nous ne sommes pas des médecins, et je crois qu'il est rassurant d'avoir aussi nos professionnels de santé impliqués aux côtés des collectivités. Alors oui, nous avons eu un échange hier effectivement avec le chef de l'État. Certains d'entre nous échangent régulièrement avec lui, ce qui est mon cas, ce qui est le cas également du maire de Poitiers, Carl Olive, et je crois que c'était important qu'il entende ces maires franciliens, ces maires épinois, lui remonter la manière dont nous vivons cette crise quotidiennement, dont nos habitants aussi la vivent, et puis il nous a interrogé sur effectivement quelles mesures, quels dispositifs pourraient être mis en œuvre, et puis on a eu un long échange, ça a duré presque 2 heures, et je pense que cet échange, c'est un outil d'aide à la décision que le président pourra utiliser dans le cadre des mesures qui seront annoncées d'ici un peu moins d'1 heure maintenant. Et sur ce scénario du reconfinement en Ile-de-France, vous confirmez que c'est celui qui ne semblait pas privilégier le président de la République. Il y a des choses qui ont filtré, comme quoi il était plus favorable à des solutions plus hybrides, si je puis dire. Oui, je crois qu'il y a peut-être 2 certitudes. Mais encore une fois, peut-être que serais-je démenti dans moins d'1 heure, mais il y avait 2 certitudes. La première, c'est qu'il y a un particularisme francilien. Je crois que personne ne peut aujourd'hui revenir là-dessus. Il y a plus de 12 millions d'habitants, des zones de densification urbaine qui sont très fortes, et c'est le poumon économique du pays. Quand vous confinez l'Île-de-France, vous confinez la France entière. Donc bien évidemment que ce sont des mesures qu'il faut prendre la main tremblante, si je puis dire. Donc la première des certitudes, c'est que oui, il y a une particularité sur l'Île-de-France. Et la deuxième, c'est que il y a un besoin d'oxygénation du week-end, et il y a un besoin de prendre en compte cette difficulté que nous avons, la difficulté de la vie quotidienne des Franciliens. Elle est pas nouvelle, hein, du lundi au vendredi, les transports en commun, le travail, cette densification, ce stress aussi du quotidien, et puis ce temps du week-end qui doit être aussi un temps de repos, et on peut pas avoir la double peine. Je crois que ça, c'est tout en nous indiquant qu'il fallait des mesures de freinage importantes en Ile-de-France. Alors quand on met tout ça dans le même sac, qu'est-ce qu'il en ressort? Bien malin celui qui effectivement peut vous dire par anticipation ce qui va se passer, mais en tout cas sur le week-end c'était une quasi-certitude. Mais vous avez milité, vous, pour garder les forêts, les parcs et jardins accessibles? Oui, moi je ne me relève toujours pas du traumatisme de ce premier confinement, quand la forêt de Saint-Germain, 3800 hectares, a été fermée du jour au lendemain. Alors, c'est pas évident de fermer une forêt. Quand on nous a demandé de fermer le parc du château de Saint-Germain, quand on nous a demandé de fermer des squares, et j'ai trouvé ça complètement incohérent, alors même qu'on demandait aux habitants de se distancier. Rappelez-vous le temps qu'il faisait il y a 1 an. Il faisait très très beau, il a fait beau pendant longtemps, et je pense que ce premier confinement, peut-être, aurait été mieux vécu si on avait permis cette oxygénation et cette distanciation en plein air. On aura les réponses aux alentours de 19h pour ces nouvelles mesures restrictives. Une petite dernière question, Arnaud Péricard, sur la vaccination. Depuis janvier, il y a un centre de vaccination sur la commune de Saint-Germain. C'est même un centre de vaccination intercommunal avec Fourqueux. Où en sommes-nous sur place? Est-ce que beaucoup d'habitants ont pu être vaccinés à ce jour? Alors écoutez, sur les
presque 8000 vaccinations qui ont été faites. Voilà, il y a environ 30% qui ont été destinés à l'agglomération Saint-Germain-de-Seine, 30% sur la population saint-germanoise et le reste, c'est 40%, étant donné qu'il n'y a pas de sectorisation géographique, des habitants yvelinois, mais aussi des Parisiens, aussi des habitants des Hauts-de-Seine. On est prêt à monter en puissance. On en a parlé avec le président hier, on en a parlé avec l'Agence régionale de santé. Il y a une forte montée en puissance qui est attendue pour dans une grosse dizaine de jours. Donc tous nos centres sont prévus pour monter en capacité. On a ouvert Sartrouville en début de semaine. On va ouvrir le 29 Chatou. On aura 3 centres dans notre communauté d'agglomération et on sera prêt pour relever ce grand défi de la vaccination au mois d'avril. Merci à mes deux invités, Arnaud Péricard en visioconférence, maire de Saint-Germain-en-Laye, et également le docteur Laurent de Bastard, médecin urgentiste à l'hôpital privé de Versailles, et également vice-président de l'Ordre des médecins des Yvelines. Merci d'avoir été avec nous, et j'ajoute que nous reviendrons bien sûr sur les mesures qui seront annoncées à partir de 19h dans notre émission de demain, le 7-8 week-end présenté par Éléonore Sinoca avec un invité, le député des Yvelines, Didier Bécher. La vaccination continue aussi au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et a même pris de l'ampleur cette semaine. Depuis ce lundi 15 mars, c'est l'aire centrale de l'édifice sportif qui a été investi. Plus de 100 professionnels sont présents sur le site. À 16h, ce jeudi 18 mars, plus de 13 000 personnes ont été vaccinées depuis l'ouverture du site en janvier, dont un tiers a déjà reçu la deuxième dose. Les propos recueillis par Mélanie Poquier. On est sur une vitesse d'environ 1500 vaccinations par jour. Ce qui nous place d'ailleurs dans les très gros structures françaises, une des plus grosses. Et en fait, on se prépare à passer à l'étape supérieure encore. Oui. On n'est pas le plus touché par la pénurie, mais on l'est un peu. On aimerait, on a une capacité ici, on peut multiplier par 5 à 6 le score d'aujourd'hui. L'ARS tient compte de l'effort qu'on a fait. Donc le gouvernement, le cabinet de M. Véran aussi nous a passé quelques messages aussi. Voilà, ils tiennent compte de l'effort d'organisation, de l'investissement que vous faites dans cette crise qui est quand même inédite, qui est grave. La direction Versailles à présent, la cité royale aux 10 millions de visiteurs chaque année, de touristes annuels, connaît une période délicate avec la crise sanitaire. Depuis un an, les hôtels, les commerces et les restaurants tournent au ralenti et doivent s'adapter pour éviter la fermeture. Le reportage de Mickaël Elmidoro et de Célia de Gatsongo. Un luxueux palace fermé temporairement, des touristes qui ont déserté le château fermé au public. Versailles est en première ligne face à la crise sanitaire. Dans cet hôtel situé à proximité des anciens appartements du Roi Soleil, les temps sont durs. Seulement 5% des 18 chambres de l'établissement sont réservées le week-end et 60% la semaine. Un taux d'occupation inédit et historiquement bas. 30% du chiffre d'affaires de l'hôtellerie en règle générale à Versailles dépend directement du château de Versailles. Donc ces 30% de chiffre d'affaires, de toute façon, on ne les a tout simplement plus. Et bien sûr, en plus de l'impact économique et de la crise sanitaire, nous avons un impact majeur sur nos hôtels actuellement. Même constat quelques mètres plus loin, dans cette boutique installée cour des Senteurs à côté du château, la crise a frappé. Ce concept store qui vend à la fois des cosmétiques, de l'épicerie fine, de la décoration, a vu son nombre de visiteurs divisé par 5. La structure a perdu environ 10% de son chiffre d'affaires, mais un nouveau type de tourisme a émergé ces dernières semaines. Des touristes beaucoup plus locaux, beaucoup plus yvelinois, beaucoup plus franciliens. Et c'est des touristes d'une après-midi. On a des touristes du dimanche après-midi, par exemple, c'est vraiment très spécifique. Et on a beaucoup de touristes qui viennent redécouvrir Versailles le temps d'un week-end. Donc nous, on a des clients parce que ces touristes veulent ramener un petit souvenir. Pour faire face à la baisse de touristes, la ville de Versailles a mis en place plusieurs actions. Les visites spécifiques, visites orientées vers telle découverte de tel ou tel type de promenade. Alors vous avez des promenades architecturales, vous avez des promenades aussi découvertes quartiers artisanaux de Versailles, etc. Les promenades vertes qui sont avec l'Office du tourisme, c'est découvrir tous ces éléments végétaux. On a développé tout ce qui est un peu l'art en ville. Tous les acteurs du tourisme attendent désormais la réouverture du château de Versailles et le retour des touristes internationaux pour pouvoir revivre normalement. Avant l'épidémie de Covid-19, la ville accueillait près de 10 millions de visiteurs, dont 80% d'étrangers.
Dans l'actualité également, la fin de 6 ans de travaux sur la route départementale 30 entre Plaisir et Elancourt. Dernière étape, la mise en service de la passerelle piéton-cycliste au niveau du bois de la Crâne. C'est désormais chose faite. L'inauguration a eu lieu hier mercredi. Un ouvrage de 52 mètres de long, 4 mètres de large qui permet de relier le bois de la Crâne au parc du Château de Plaisir. 2 parkings ont été également aménagés de part et d'autre de la RD 30. Coût total de l'opération 1,9 million d'euros. Écoutez ces réactions au micro d'Astrid Bergère. Aujourd'hui, on arrive à une forme de finalité avec une attente forte des Plaisirois, puisque non seulement, bien sûr, il y a tout cet axe qui nous permet d'avoir une circulation beaucoup plus fluide et puis un désengorgement de la collectivité, mais en plus maintenant, il y a une aisance pour les piétons et pour les gens qui vont aller se promener en passant d'un parc à l'autre, on va dire, du château jusqu'au bassin du bois de la Crâne. Dans les Yvelines, il n'est pas possible de remplacer la circulation automobile par de la circulation piétonnière ou cycliste. L'ampleur du territoire l'interdit. Il faut donc faire cohabiter toutes les formes de mobilité. N'opposons pas une mobilité à une autre. Ce serait une erreur grave et une erreur qui rejetterait nos concitoyens, et bien souvent nos concitoyens les plus pauvres, qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture pour aller à leur travail. L'opération de renouvellement de la RD 30 s'accompagne d'un important volet paysager avec près de 40 000 plans sur une surface totale de paysagement de 20 hectares. 1,4 million d'euros sur 4 ans pour la qualité de l'eau dans Grand Paris Seine-et-Oise. La collectivité a signé ce mercredi avec Suez et l'agence de l'eau Seine-Normandie le contrat territorial eau et climat Vallée de Seine. L'objectif financé, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux dans la préservation de la qualité de l'eau et la sauvegarde des milieux aquatiques. La démarche est partie d'un diagnostic sur le territoire de 410 000 habitants. Les eaux souterraines sont polluées. Un programme d'action a donc été défini, notamment 4 aires de captage prioritaires et aussi favoriser la conversion des surfaces agricoles en culture bas niveau d'intrants, voire en culture biologique. Un programme financé à hauteur de 80% par l'agence de l'eau Seine-Normandie. Autre signature, mais ce jeudi au PEC, celle d'un partenariat entre le réseau Entreprendre Yvelines et le groupement des entreprises des Boucles de Seine, un projet pour accompagner ensemble les entreprises du territoire depuis leur création jusqu'à leur développement dans le but de rompre l'isolement des chefs d'entreprise. Les deux associations sont complémentaires et interviennent à 2 stades différents. Écoutez-les au micro de Justine Brasier. Le réseau Entreprendre Yvelines intervient au niveau de la création des entreprises. Et le GEBS anime toutes les entreprises déjà existantes et leur apporte un certain nombre de services d'un point de vue technique, administratif, logistique. L'idée, c'est au travers de ça que les entreprises se développent. Et si elles se développent, elles embauchent. C'est notre raison finale quand même aussi. Le but, c'est de travailler ensemble, de faire du réseau, de croiser les compétences, de croiser que le GEBS nous envoie éventuellement des futurs lauréats, qu'on puisse nous les accompagner. Avant de refermer ce journal, elles aussi ont décidé d'unir leurs forces. 2 Yvelinoises vont prendre le départ du premier rallye électro-féminin, un événement 100% électrique et 100% féminin qui s'élancera de Versailles le 9 mai prochain. Portrait avec Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. 2 Yvelinoises se lancent à l'aventure. Juliette, 48 ans, originaire de Versailles, et Axel, 39 ans, de Verneuil-sur-Seine, vont participer au premier rallye 100% électrique et 100% féminin. Le départ sera donné le 9 mai prochain depuis Versailles, un projet inédit qui a séduit les participantes. Là, c'était vraiment l'occasion d'avoir un rallye en rupture, un rallye complètement différent, où l'objectif, c'est pas un objectif de vitesse, mais c'est vraiment, il y a vraiment une notion d'environnement et de respect de l'environnement, puisqu'en fait, il va falloir relier un point à un point B en limitant l'énergie consommée au maximum. Pour réussir à parcourir l'ensemble des 800 km de cette course d'orientation, les 2 aventurières comptent sur leur complémentarité. Elles travaillent ensemble chez l'entreprise yvelinoise VDCom spécialisée dans les mobilités autonomes. C'est une collègue que j'apprécie beaucoup. On est très complémentaires. Moi, je suis plutôt la communicante, elle, c'est plutôt l'ingénieur fan de méca. Et on s'est dit qu'à nous deux, on allait faire une très belle équipe. On est complémentaires au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. On a des qualités complémentaires. Axel, elle est très organisée, c'est une bonne gestionnaire. Moi, je suis plutôt la créative, enthousiaste. Donc, je pense qu'on va bien s'entendre.
Cette amitié sera soumise à rude épreuve pendant ces 6 jours de compétition. Le trajet se fera uniquement avec une carte et une boussole, sans téléphone ni GPS. Pendant que les véhicules se rechargeront, les équipages devront poursuivre leur route à pied dans les montagnes sur 10 km chaque jour. Un programme qui n'effraie pas les Yvelinoises. On espère être dans les 3 meilleurs équipages, bien sûr, puisque ce sont les 3 premiers qui seront récompensés. On est 12 équipages et bien sûr, on espère trouver les balises le plus rapidement possible, puisque l'objectif, c'est de trouver des balises sur un parcours qui est tenu secret jusqu'au jour J. L'équipage recherche encore des sponsors pour pouvoir participer à l'épreuve. Elles espèrent boucler leur budget avant la fin mars. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.